Je n'ai aucun titre particulier à m'exprimer publiquement, en tout cas à propos de Pierre Reverdy, parce que je n'ai conduit sur cette œuvre aucune étude sérieuse qui puisse en tout cas intéresser les érudits ou les critiques. Je me présente d'ailleurs comme mes prédécesseurs en tant que lecteur avant tout, avec cette différence que j'ai été pendant quelques années, celle de la fin de l'adolescence, le début de ce qu'on appelle la première jeunesse, plus qu'un lecteur. J'étais vraiment saisi par Reverdy comme la seule œuvre, le seul poète, les seuls poèmes qui exprimaient l'espèce de désarroi où je me trouvais moi-même. Je ne vais pas raconter ma vie, bien entendu, c'est le but, c'est pas le but de l'opération, mais c'était une époque que j'ai pu un peu exprimer, mais longtemps après, 30 ans plus tard, en tirant quelque chose de mon propre fond, mais à l'époque, je me disais, mais qu'est-ce qui exprime ce que je vis actuellement, sinon les poèmes de Reverdy et par excellence, d'ailleurs, un poème comme Chemin tournant, qui résume assez bien, qui résumerait assez bien Pierre Reverdy, Chemin tournant que je sais par cœur depuis, pour vous le réciter, parce que pour prouver simplement que je le sais par cœur, parce qu'on l'a déjà lu, je pense. Il y a terrible gris de poussière dans le temps, un vent du sud avec de fortes ailes, les échos sourds de l'eau dans le soir chavirant, et dans la nuit mouillée qui jaillit du tournant des voix rugueuses qui se plaignent, etc. Alors cette tonalité sombre, tourmentée, presque au bord du désespoir, ça a bien été celle de l'extrême fin d'une adolescence vécue dans une intimité un peu exaltée, effarée même, avec un surgissement d'un univers élémentaire où je vivais. C'était dans la banlieue de Paris, mais ça semblait dans une autre planète. Il y avait de la campagne, il n'y avait que des arbres, il n'y avait que de l'eau de la Seine qui coulait là et qui était encore une rivière où il y avait des sarcelles et des poules d'eau. Il y avait une présence extraordinaire de ce que Reverdy appelle la réalité. Et je vivais essentiellement une solitude dans cette présence, et comment faire pour m'en dépêtrer? Je lisais Reverdy, et Reverdy, au moins, ne m'en dépêtrait pas vraiment, puisqu'il y était immergé lui-même, mais je me disais, il a quand même surmonté les choses, il les a un peu saisies, il les a dites. Alors, à quelque endroit de l'œuvre de Reverdy que je me reporte, je reviens à ce chemin tournant, bien nommé d'ailleurs, à chaque fois on reprend ce chemin tournant qui vous ramène vers le centre de l'œuvre. Et c'est un recueil de Sources du vent, et plus tard, quand j'étais un peu plus instruit, j'ai été content, je n'y vois aucun symbole, de voir que le recueil avait été publié l'année même de ma naissance. Alors à propos de date, il s'agit de se montrer courtois envers les auditeurs qui n'ont de celle de Reverdy qu'une idée assez vague, mais je saute tout ce passage de ce que j'avais préparé, parce que mes prédécesseurs à cette tribune ont largement et beaucoup mieux fait le travail que je n'aurais su le faire. Alors je ne reviens pas sur l'arrivée à Paris 1910, l'amitié avec les cubistes, avec Max Jacob, Apollinaire, etc., la fondation de Nord-Sud, qui durera 2 ans, mais 2 ans bien remplis, avec la présence d'un dadaïste déjà. Dada existait à cette époque, Zara, donc, et puis les futurs surréalistes. Et puis le baptême en 1921, mais surtout le départ et l'installation à Solesmes en 1926. Alors ce schéma, au fond, me suffit parce que j'ai un goût modéré pour les développements biographiques étendus. Je pense que l'essentiel de la vie d'un poète est contenu entièrement dans ses poèmes, et que, surtout, s'il a réussi à obtenir une sorte de vertu impersonnelle qui me semble disponible pour le lecteur. Borges a très bien, parfaitement mis ça en lumière, n'est-ce pas, quand tout vrai lecteur est vrai, signifie alors saisi vraiment par la lecture, devient en quelque sorte l'auteur du poème qu'il lit et participe de l'essentiel de l'expérience vécue dont le poème procède.
C'est pourquoi je ne m'attarde pas non plus à ces questions de date, même quand l'amplitude de leur intervalle prend un air de défi. En novembre 1911, le 12 pour être précis, tel Rondeau de Marot, et donc Marot lui-même sont mes contemporains, dès que je me le récite avec bonheur. En liberté maintenant me promène, mais en prison pourtant je fus cloué. Voilà comment fortune me démène, c'est bien et mal, Dieu soit de tout loué. La poésie, j'entends celle qui passe par un poème, a également cet avantage de procurer à des natures aussi versatiles que la mienne la capacité de s'effacer derrière ce qu'un tempérament plus stable a émis et ainsi de mieux le connaître, pour ainsi dire, de l'intérieur. Voilà tout ce qui m'autorise à parler d'un poète ou d'un autre, et sinon savamment, du moins en profonde connaissance de cause. J'ai été, et reste, à quelques très modestes égards, Pierre Reverdy. Mais pour revenir brièvement à ce que nous apprend la biographie, je ferai état de mon étonnement devant le peu de conséquences qu'a eu la conversion sur la substance de ses poèmes. On y a fait allusion déjà tout à l'heure. Elle a eu des conséquences sur un aspect de son œuvre, oui, sur les 3 recueils de notes qu'il a publiés entre 1927 et 1956, mais spécialement, comme on l'a dit déjà, sur le gant de crin, presque concomitant avec son établissement à Solesmes. Les 2 autres recueils, le livre de Montbord et En vrac, proviennent plutôt de la même veine de moraliste au sens qu'on définit des écrivains comme La Rochefoucauld ou Chamfort. Le gant de crin relève dans une large mesure de l'apologétique chrétienne. Postérieur à la conversion, il a le ton en effet assez radical des convertis de fraîche date. Celle du baptême de Reverdy en 1921 à 32 ans, prouvant qu'il s'est agi moins d'un retour à une foi qui paraît ne pas lui avoir été inculquée dans son enfance que d'un saut opéré à la suite d'une longue préparation où le couple maritain a dû jouer un rôle déterminant. Or, un saut de cette importance, quand même, ainsi que les décisions et conséquences définitives qu'il entraîne, comme une quasi entrée au couvent, n'ont pas eu sur la poésie de Reverdy la moindre perceptible influence. Je veux dire qu'elle est restée contradictoirement une poésie de la séparation, d'une solitude vouée à l'absence de toute rédemption dans un monde soumis au désordre de l'énergie et à l'épaisseur de la matière. Je crois que c'est ce qu'il faut considéré dans la réalité telle que la nomme Reverdy, c'est ça, c'est la réalité matérielle qui n'est pas sujette à rédemption, qui est le mal, peut-être, qui est le mal, et ainsi, d'une certaine façon, on rejoint un peu les cathares. Hein. Alors, donc, on reste dans la question de la région où nous nous trouvons. Et bon, alors, il n'a pas écrit de poésie religieuse, ça, je ne m'en indigne pas, hein, je ne regrette en aucune façon qu'il n'ait pas songé à enrichir notre poésie religieuse, qui est souvent belle, surtout à la fin du XVIe siècle. J'admire plutôt la constance et l'humilité de sa réponse aux ces provocations du réel. Mais comment il y répond, c'est ce que je vais essayer de débrouiller si votre patience m'y encourage. Dans le domaine de la poésie, il y a eu beaucoup de neufs en France aux alentours de 1910, quand Reverdy arrive à Paris. Apollinaire est neuf, Sandrard est neuf, Claudel est neuf, Claude Cocteau fait le neuf, James Allaire, neuf, Max Jacob est neuf, Larbeau ne le sera plus, et j'en oublie. Mais ni Toulet, qui se fiche d'être neuf, ni Saint-Gréat, qui le restera plus longtemps que les autres. Et Reverdy est neuf. Sa revue est neuve aussi, en ce sens qu'il y accueille des gens qui vont être plus neufs que lui. Donc on les a déjà nommés, Zara, Breton, Aragon, Soupeau, quelques autres. Alors il écrit des poèmes en prose qui paraissent en 1915, 2 ans avant le Cornéadé de Max Jacob, et comme on l'a dit, il en résulte une querelle qui s'arrangera, car c'est au fond une querelle de famille, celle des oniristes cubistes, dont la seule descendance prodigue sera celle des surréalistes qui mettront le cube à mal. C'est la prose. Je fais une incidente là par rapport à mon petit aide-mémoire, en sorte que il y a eu querelle sur l'antécédence du poème en prose un peu rinvaldien. Max Jacob refusait Rimbaud, Reverdis recommandait de lui. Qu'en est-il au juste?
Alors c'est toute l'histoire du poème en prose qu'il faudrait revoir, mais à partir de Baudelaire, la conception baudelairienne n'a rien à voir avec la conception de Rimbaud. Celle de Reverdy se rapproche en effet de celle de Rimbaud, mais non moins celle de Max Jacob, en dépit de ce qu'il a pu en dire. Mais peut-être ça s'éclairera plus ou moins avec la suite de ce petit aide-mémoire que j'ai commencé à oublier. Alors, ils suivront la Lucarnoval, en 1916, les Ardoises du Toit, les Jockeys camouflés, en 1918, la Guitare endormie, 1919, et je les énumère, ces titres, non pas pour avoir l'air exhaustif, puisqu'on les a déjà entendus, mais parce que je les trouve très beaux. Ce sont des titres de recueil admirables. Et il y en a eu d'autres après, la Lucarnoval, Ferraille, et bien d'autres. Alors, chaque titre est au fond, pour moi, en soi, un poème de 3 ou 4 mots. Le premier de la Lucarnoval, d'ailleurs, n'en compte qu'une trentaine, et je vais, parce qu'il faut le voir, je vais vous le montrer en même temps que je vais le lire. Le voilà. Il y a toujours des... Voilà. En ce temps-là, le charbon était on l'a déjà récité, mais au fond, on peut leur dire, ça n'a pas d'importance. La poésie est faite pour être lue, mais c'est surtout faite pour être répétée. En ce temps-là, le charbon était devenu aussi précieux et rare que des pépites d'or, et j'écrivais dans un grenier où la neige, en tombant par les fentes du toit, devenait bleue. Alors, je vous le montre en raison de sa particularité topographique. Vous voyez que c'est presque un carré, c'est-à-dire aussi bien une des 6 faces d'un cube visible. Bien entendu, je ne vais pas en déduire que Reverdy a été un poète cubiste, comme on le dit quelquefois pour aller vite dans les anthologies ou dans les recueils pour les enfants des écoles. Bien entendu, je ne vais pas en déduire cela, mais il n'empêche que la Lucarnoval, et sur ce point, elle oppose avec son ovale un démenti au cubisme, marque un changement notable. Bien que le recueil contienne encore quelques poèmes en prose, la plupart des autres sont composés en vers, que l'on pourrait dire libres, si leur découpage n'était plutôt par des nécessités de ponctuation, de syntaxe ou de métrique, régi par une intention de produire sur la page un rythme visuel. Je crois que ce rythme se superpose à celui de la prosodie et qui résiste à sa façon, n'est-ce pas, qui résiste, persiste, quelquefois renforcé par l'emploi de rimes ou d'assonances, et même ici et là sous la forme d'un hexamètre, d'un octosyllabe ou d'un brave alexandrin. Il y a ce mélange chez Rimbaud, il y a cet héritage, chez Reverdy, pardon, de l'héritage de Rimbaud, qui a expulsé la vieillerie du vers, sauf quand il en a composé, mais à partir des illuminations, et la survie quand même de tout le souvenir de la poésie française métrique qui l'a précédée. J'ai appris qu'il avait fait des études secondaires assez limitées. On dit qu'il a quitté le lycée en troisième, et même si ensuite il a pu lire beaucoup. L'instruction publique, comme on disait alors, était faite de telle façon qu'on toute personne sortait du lycée, en tout cas, sinon de l'école primaire, fortement imprégnée par cette métrique. La poésie, c'est un monsieur la poésie, c'est la versification. Il y avait absolument équivalence. Alors il y avait des grands poètes, des petits poètes, des poètes qui écrivaient sur les chemins de fer. Au besoin, Sully Prudhomme a écrit des choses très intéressantes sur les dirigeables, en vers parfait. Il y a eu l'abbé de Lille. Moi, j'aime beaucoup cette poésie qui n'est pas poétique au sens qui s'est dégagé, mais depuis relativement peu de temps.